tous, merci beaucoup d'être là. On est très très content de vous voir si nombreuses et si nombreux. C'est vraiment génial d'avoir privilégié le soleil. Voilà, enfin d'avoir justement privilégié le soleil musical, le soleil du Mexique, de l'Amérique latine que vous allez entendre, qui va faire vibrer vos cœurs à travers les pièces qu'on va vous jouer aujourd'hui. Et on retrouvera tout ce soleil évidemment après, ce qui est un fait très rare à Genève d'ailleurs, donc on va en profiter quand même aussi. Merci beaucoup d'être là. Donc, ce voyage entre l'Amérique latine et Paris, pourquoi? Parce qu'avec Jorge, il y a à peu près une dizaine d'années, on s'est aperçu que Paris, qui rayonnait à travers le monde entier avec son esthétique musicale, surtout à partir de 1860, vers la fin du XIXe siècle, en musique évidemment avec des compositeurs comme Saint-Saëns, Fauré, Debussy, mais aussi en peinture, bien sûr avec l'impressionnisme, avec Monet, Manet, Renoir, tous ces peintres extraordinaires qui ont inspiré plein de compositeurs en fait, qui vivaient bien plus loin en Amérique latine. L'Argentine avec Rina Stella par exemple, le Brésil, Villalobos, le Mexique, c'est Jorge qui va nous en parler. Et donc on a fait ce lien en fait entre ces musiques, et ce qui est extraordinaire, c'est que même s'il y a des milliers de kilomètres qui séparent ces compositeurs, on retrouve énormément de points communs dans l'esthétique musicale, et c'est un petit peu ce voyage qu'on vous propose aujourd'hui. Et ça tombe bien justement parce que nous avons Jorge ici, mon ami de toujours, avec lequel on a beaucoup joué en duo ce programme, au Mexique, en Espagne, en Allemagne, en France, un peu partout, ici aussi, et qui vient du Mexique. Il est arrivé à 16 ans en Suisse, à Genève. Il a commencé par vendre des glaces au bord du lac, et puis ensuite, voilà, son talent de pianiste, voilà, c'est... L'air suisse lui a fait du bien, on va dire, et il est là avec nous et c'est merveilleux. Et nous avons aussi Fabienne, dont le père est mexicain, qui a grandi en Suisse, qui vient nous rejoindre, parce qu'en fait, j'ai rencontré Fabienne l'année passée, je me suis dit, c'est quand même incroyable, parce qu'en tant que musicien, en tant qu'artiste, quand on joue, on a forcément des images, des représentations dans la tête, et on essaye de vous les transmettre, de vous les véhiculer avec nos instruments, avec la musique. Et là, on a une chance incroyable parce que Fabienne, justement, avec son pinceau, ça tombe bien en plus parce que les pièces qu'on joue sont intimement liées avec la peinture, comme je vous le disais avant, l'impressionnisme. Fabienne va en fait pouvoir vous mettre sur papier, sur dessin, ce que nous, en tant qu'artistes, on a généralement en tête quand on joue. Donc, on est très très heureux qu'il nous ait rejoints. Merci beaucoup d'être là. Et puis, on va commencer cette aventure avec la rencontre de deux signes. Un signe un peu moins connu qui vient du Brésil, qui a été composé par Villalobos, un signe noir, que vous allez entendre tout de suite, et qui va rencontrer le signe le plus connu de tous les signes, évidemment, le signe du carnaval des animaux de Saint-Saëns, que vous allez tous reconnaître, j'imagine. Donc, on va commencer avec cette rencontre, et je vous souhaite très très belle écoute. Merci beaucoup.
est-ce que, parmi vous, certains ont préféré un signe à l'autre? Qui a préféré le premier signe, le signe noir, par exemple? D'accord, bien, très bien. Le deuxième signe? Le signe blanc. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Oui? Tu aimes bien cette musique? D'accord, génial. Et toi, est-ce que tu arrives à me dire pourquoi? D'accord, génial. Super. Merci. Antonin, dis-moi, ouais. Moi, j'aimais tous les peintures qui sont passées, j'aime les deux, et j'aime tout bien, tout bien, et c'est super bien. Merci beaucoup. Parfait. Ça commence bien. Ça tombe bien parce que moi j'aime beaucoup aussi. Et en fait, ce que j'adore, c'est, si on regarde un petit peu de plus près, c'est essayer de comprendre. Parce que parfois, en fait, ce qui est fabuleux avec la musique, c'est qu'on n'arrive pas forcément à comprendre ce qui nous touche. J'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'une mélodie. Hein, la mélodie, c'est ce qu'on fredonne dans la rue, sous la douche, ce qui nous met de bonne humeur, ce qu'on chante quand on est un peu triste. Est-ce que vous savez par contre ce que c'est que l'harmonie? L'harmonie, c'est un petit peu plus complexe. C'est ce qui va venir en fait enrober la mélodie. D'accord? Donc vous avez cette mélodie, et puis ensuite, l'harmonie, ce sont des notes, des accords, pour être un peu plus précis, qui vont en fait venir apporter une couleur, une humeur, une ambiance, une atmosphère à cette mélodie. Donc si vous écoutez bien maintenant le début du signe noir, il y a le boss, mais d'abord un accord de La mineur. Donc déjà là on sent qu'il y a un peu de tristesse, de nostalgie. La mineur, ensuite il va rajouter une note, écoutez ça, il va rajouter le sol, et ça nous donne exactement. Et si tu joues maintenant le résultat final. Donc on a quelque chose d'assez tourmenté, hein, grâce à cette magie de l'harmonie, et ça c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément pouvoir comprendre, mais qui va évidemment nous émouvoir la plupart du temps, ou qui va justement retranscrire l'humeur ou le caractère qu'un compositeur veut donner à sa pièce. Ensuite, vous entendez dans le signe blanc, vous allez entendre l'accompagnement, le signe de Saint-Saëns. Très très serein. On a une tonalité de sol majeur, un rythme un peu plus calme aussi, et avec ce sol majeur lumineux, on sent que le signe blanc, il est bien. Et pourtant, le signe noir, on ne sait pas très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans le ciel, il a l'air un peu paumé, alors que le signe blanc, lui, il est bien, il est très très heureux. Et ça, forcément, vous, cher public, vous ne le savez pas forcément, à moins d'avoir fait des cours d'harmonie. C'est l'occasion aujourd'hui justement de vous permettre de mettre des petits zooms, comme ça c'est ce qu'on va faire aussi tout au long du concert, pour que vous puissiez essayer de comprendre un petit peu les différents outils dont dispose un compositeur pour vous faire vibrer. D'accord? Donc maintenant, en parlant de vibrer, Oui. je cède la parole à Jorge qui va nous parler d'un compositeur. J'arrive tout de suite parce que j'ai un tout petit souci de corps, mais je t'en prie. Oui, oui. Alors, on a fait connaissance des deux signes. Le signe blanc qui est représenté par Lionel parce qu'il a les chemises blanches et les cheveux blonds. Et le signe noir, je suis vêtu en noir et les cheveux noirs du Mexique. Et il y a un autre oiseau incroyable qui vient d'Amérique latine, un oiseau qui a des grandes ailes. Est-ce que vous savez peut-être de quel oiseau je parle? Qui vole à 5500 mètres d'auteur. Le condor, exactement. Et le condor va être représenté parce qu'il est moitié mexicain et moitié suisse. Et d'ailleurs, c'est un condor qui vient d'Amérique latine, il est passionné, il aime voyager, il aime faire des rencontres. Et en fait, il est tellement passionné que Fabien, là, va le dessiner. Je fais un petit spoiler, il va le dessiner en rouge. Donc on s'est dit, quelle musique pourrait représenter ce condor? Une musique d'Amérique latine. Donc là, on est allé chercher, et c'est le compositeur mexicain Ponce, Manuel M. Ponce, qui est né en 1883 à Zacatecas, au Mexique.
Donc imaginez-vous, la lumière de Paris, elle est arrivée jusqu'à un petit village au Mexique, à Zacatecas, et pensez, s'est inspiré de Debussy. Il a même voyagé, il est allé à Paris pour étudier, et il a écrit une sonate pour violoncelle et piano, qui a été écrite plus ou moins à la même date que Debussy a écrit la sienne. Elles sont un peu différentes, et ce qu'on peut aussi apercevoir un tout petit peu dans cette sonate, c'est le deuxième mouvement qu'on va vous interpréter, c'est qu'elle est très passionnée comme ce condor. Elle va vous donner envie de voler. Merci beaucoup, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le condor et ces deux cygnes? On a l'impression qu'on a vraiment deux caractères très très différents, deux personnages très différents. Le condor, évidemment, avec ses ailes gigantesques qui peut voler si haut, qui arrive, qui voit les deux cygnes, et il a cette nature, voilà, à vouloir explorer le monde, donc il est venu déjà de très loin, et il a envie d'aller voir la Lune. Il en parle aux deux cygnes, qui lui disent, mais on ne peut pas voler aussi loin, on va voler aussi haut, il n'y a pas le feu au lac, on va rester ici, on est bien. Et alors le condor, évidemment, il est un peu vexé, un peu froissé, et il va décider, malgré tout, avec ce tempérament, d'aller seul sur la Lune. Sauf qu'évidemment, la solitude, c'est pas simple. Hein. Parfois, ça nous rend triste, parfois, on en a besoin, mais parfois, justement, cette solitude, elle peut nous peser. Et là, même s'il entreprend son rêve d'aller voir la Lune, on sent qu'il est quand même chagriné. Et on a une pièce parfaite, justement, pour la tristesse, qui s'appelle Triste. Voilà, je n'ai pas besoin de faire la traduction, j'imagine, en espagnol, qui nous a été écrite par Rina Serra, justement, un compositeur argentin. Il a écrit cette pièce, en fait, pour chant. Et ça tombe bien parce qu'on dit du violoncelle qu'il est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Et à ce titre, justement, j'en profite pour promouvoir mon instrument en quelques instants. Hein, regardez, on a cette corde de Do extrêmement grave, hein, et ensuite on peut aller jouer dans l'extrême aigu.
Donc on a vraiment cet ambitus exceptionnel au violoncelle qui nous permet de chanter dans les registres les plus graves et dans les registres les plus aigus. Donc vous allez entendre maintenant cette pièce de Rina Serra, Triste, qui va accompagner le Condor durant son voyage vers la vie. Le Condor n'est pas le seul à aller sur la Lune. Ça tombe bien, on a un autre personnage que je vais vous présenter maintenant qui s'appelle Pierrot, qui souhaite à tout prix séduire la Lune. Pierrot, il vient de la Commedia dell'arte, c'est un théâtre comique populaire italien. Et il y avait plein de personnages comme ça, très drôles, des clowns. On l'appelle le clown triste. Il a le visage poudré de farine, il est très maladroit, très mélancolique, très triste. Et on ne sait pas exactement si Debussy a voulu vraiment mettre en musique l'histoire de Pierrot dans sa sonate. Ce qui est certain, c'est qu'il adorait la Commedia dell'arte et il adorait la Lune. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette pièce? Eh oui. De Debussy, la mélodie la plus connue qu'il ait composée évidemment, voire même la mélodie la plus connue tout court. Je veux dire, tout le monde connaît cette mélodie, elle est exceptionnelle. Et donc Debussy avait cette fascination. Et c'est vrai qu'en tant
que compositeur, on ne va pas forcément explicitement dire ce qu'on a mis en musique. Certains l'ont fait, d'autres ont été beaucoup plus discrets. Il se trouve que le violoncelliste à l'époque qui a joué pour la première fois la sonate de Debussy a rajouté sur la partition un titre, Pierrot fâché contre la lune. Après, on ne sait pas si le violoncelliste a pris un petit peu le pas sur le compositeur. Ce qui est très intéressant, et on va regarder ça maintenant avec tous ensemble, c'est qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences dans la musique avec cette histoire de Pierrot. Donc, je vous parlais tout à l'heure justement du mouvement impressionniste et Debussy, donc, qui a grandi, il est né vraiment au début du mouvement impressionniste en 1860 à Paris. Et donc, il a grandi avec ses peintures de Monet, de Manet, etc. Et il a vraiment révolutionné la musique en intégrant en fait cette nouvelle façon d'aborder la couleur, la lumière en peinture. Il a fait ça en musique. Et on va vous montrer un petit exemple maintenant. Par exemple, la sonate commence, à mon sens, un petit peu comme un lever de rideau. Hein, donc ça tombe bien parce qu'il adorait le théâtre. Donc on a un peu l'impression au début que le rideau se lève. Le rideau est levé. Et maintenant, vous avez Pierrot, tout seul sur scène, très triste. Pourquoi est-ce qu'il est triste? Écoutez cet accord de Mi bémol mineur. Plutôt triste. On a même l'impression qu'il y a une petite larme qui tombe. Hein, parce que Pierrot est souvent représenté avec une larme. Et la mélodie descend. C'est un processus tout bête, mais c'est vrai que souvent en musique, si on a envie de représenter la tristesse, on fait descendre la mélodie comme ceci. Ouais, et si on a envie de rendre la musique enjouée, joyeuse, on a plutôt tendance à aller vers le haut. Vous verrez aussi à la fin du premier mouvement, donc, qui décrit essentiellement cette tristesse, cette mélancolie de Pierrot, qui cherche à séduire la lune, mais la lune, elle, regarde dans l'autre direction. Elle n'est absolument pas intéressée par le pauvre Pierrot. Et regardez, on parlait de clown triste. Hein, clown triste, c'est un paradoxe, évidemment, parce qu'un clown, c'est censé faire rire. Or là, il est triste. Donc, regardez un petit peu comment Debussy, justement, avec l'harmonie, joue avec ça. D'abord, par exemple, à la fin du premier mouvement, il met un motif en mineur. Assez triste. Ensuite, le même motif en majeur. Il s'amuse tout le temps à jouer entre le majeur et le mineur pour représenter un peu le clown triste. Et ensuite, on a l'impression à la fin de ce mouvement que Pierrot lève ses yeux vers la lune, il la regarde briller dans le ciel, et c'est quand même assez extraordinaire parce que dans ma partition, j'ai ce qu'on appelle une ronde. Une ronde, Fabien, comment est-ce qu'on décide ça? Sur une partition, vous avez les 5 lignes de la portée, la ronde, qui est la valeur donc, de la mesure, et ça vous fait penser à quoi, ce truc? Bah ouais, mais ça tombe bien parce que je me disais la même chose, justement. Hein, une lune, hein? Et c'est incroyable parce qu'il y en a plein dans la partition. Par exemple, ici, il fait ça. Encore une lune. Ouais. Il y a des lunes, en fait, un peu partout dans cette partition. Il utilise le flageolet, en fait. C'est un processus où on effleure la corde et vous avez plutôt que d'avoir une sonorité un peu concrète, vous avez cette sonorité. Si vous entendez un petit peu la différence. Ça, c'est des flageolets, on effleure la corde. Et vous avez ce son comme ça qui s'élève dans le ciel. Et c'est quand même une sacrée coïncidence qu'on ait un Pierrot qui adore la lune, qui veut la séduire, et qu'on ait autant de lunes comme ça qui apparaissent au niveau du son et au niveau aussi presque de l'esthétique, en fait. La façon dont il écrit sur la partition. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce pauvre Pierrot? Il va se munir d'une petite mandoline, une guitare, et il va essayer d'attirer son attention, hein, parce qu'elle ne le regarde pas. Donc, il va marcher dans la nuit, à pas feutrer,
quelque chose, d'accord? Et alors, il va sortir sa petite mandoline, et là, il va essayer d'attirer l'attention d'Ali. Hein. Le problème, c'est qu'il est terriblement maladroit. Donc, là aussi, coïncidence, Debussy écrit plein de choses quand même assez étranges. Il écrit un Piz sforzando, sforzando ça veut dire avec un énorme accent et vibrato. Donc ça donne ça si je fais exactement ce qu'il écrit. Moi, ça me semble plutôt comique. J'ai plus l'impression de voir Pierrot qui tombe sur le derrière plutôt que d'entendre quelque chose de vraiment séducteur, n'est-ce pas? Donc ensuite, il va recommencer à la mesure 15. Il essaie de chanter. À mon avis, il avait une petite échelle, il s'est dit je vais essayer de monter, je vais essayer d'attirer son attention. Mais non, Debussy écrit un trait comme ça dans la partition qui veut dire un glissando. Donc on doit faire glisser le doigt, voilà, avec ce côté justement clownesque, et le piano qui fait cet accord, paf, comme si Pierrot retombait sur terre. Ensuite, vous en avez encore d'autres, vous avez des pizz glissando, ça c'est aussi particulier, donc il faut faire ça, ce genre de choses. Ouais, donc il faut glisser avec le doigt. Le pitch, donc c'est tous des effets extrêmement comiques. D'ailleurs, il écrit des fois ironiques dans la partition. Et la chute finale, il regarde la lune. Et il retombe sur terre. Et alors là, vous avez aussi un pitch vibrato sforzando. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression de voir Pierrot, en fait, qui tombe constamment avec sa mandoline, qui n'arrive pas à séduire cette lune. D'accord? Donc, vous allez pouvoir entendre un petit peu tous ces détails maintenant dans la pièce. Et vous verrez que dans le dernier mouvement, je pense qu'il va y avoir un personnage que vous connaissez déjà qui va donner un petit coup de main à Pierrot. Parce que décidément, tout seul, ça va être compliqué, je crois. Bonne écoute, la sonate de Debussy.
Merci mille fois pour votre merveilleuse écoute.
pour ceux qui ont absolument envie de partager ce qu'ils ressentent en voyant tous ces dessins, essayons de contenir tout ça pour vraiment profiter du silence de la salle et de savourer vraiment toutes ces notes, toutes ces musiques et d'intérioriser. On pourra en parler plein de fois après le spectacle. Bravo, merci Villefranc en tout cas. On va continuer, donc l'histoire se termine plutôt bien pour Pierre Ronan, vous avez remarqué, donc le Condor qui voulait aller sur la Lune débarque, il sauve Pierrot qui faisait que tomber de son échelle, et il célèbre voilà, leur amitié sur la Lune. Malheureusement, le Condor va quand même, il est un peu pénible ce Condor quand même, hein. il va de nouveau pas, voilà, il est de nouveau triste. Hein, il est de nouveau triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, après tous ces voyages, toutes ces aventures, son pays, son continent, lui manque. Il a le mal du pays. Hein, vous connaissez tout ça en allemand, le Heimweh, quand on a voilà, ce mal de la patrie. Donc, il a envie de retourner chez lui et il va devoir entreprendre de nouveau un très très long voyage. D'accord? Donc, il va devoir traverser la cordillère des Andes. Il va avoir plusieurs milliers de kilomètres à parcourir. Et ce qui va être très beau, c'est que on dit de Gabriel Fauré, très grand compositeur français, qu'il est le maître de la mélodie. Et vous allez entendre dans la pièce qu'on va vous jouer maintenant, l'élégie de Fauré, la longueur de ces phrases, de cette mélodie qui s'étend comme ça dans le temps. Et c'est vrai qu'à notre époque, tout est très rapide, très condensé. Qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter une mélodie qui prend le temps de s'étaler dans l'espace, dans la durée. Et ça sera vraiment à l'image du voyage que le Condor va entreprendre et qui malheureusement va mal se passer. Il va y avoir un événement difficile que le Condor va devoir gérer. Vous allez voir ce qui se passe et espérons que tout aille au mieux. L'élégie de Fauré qui accompagne le voyage du Condor.
Alors, vous avez vu que le cygne a rencontré un gros orage. Un orage volé très haut. Le condor. Le condor. C'est ça. Voilà, il y a un énorme orage qu'il a fait tomber sur le lac. Et il était là. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on a trouvé ce Oblivion de Piazzolla, ce que vous venez d'entendre, c'est un tango argentin. Et Piazzolla, à l'époque, en fait, il faisait du tango un peu classique. Les musiciens classiques ne l'aimaient pas trop parce qu'ils faisaient du tango. Les gens qui faisaient du tango ne l'aimaient pas trop parce qu'ils faisaient du classique. Et maintenant, c'est devenu le compositeur emblématique de l'Argentine et nous a fait ce Oblivion. Et en fait, ça représente les deux signes qui, en dansant, arrivent à sauver le condor qui est tombé dans le lac. Ils aident le condor se remet, il est content de retrouver ses amis, il est content d'avoir survécu cette tempête, et il s'est dit, on va faire la fête. On va danser, encore une fois, pas du tango, mais du jazz. Et on va vous interpréter une pièce qui s'appelle Estrellita. Estrellita, en espagnol, veut dire petite étoile. Et c'est une pièce qui a été composée par le même compositeur mexicain, Ponce, et qui a été composée aussi à la base pour voix et piano. Et il en fait. Heifetz a fait une version pour violon et piano, et maintenant, nous, on vous fait violoncelle piano avec un peu de piquant mexicain, parce qu'un collègue à moi lui a fait une partie jazz. J'espère que vous allez aimer.
Antonin, le meilleur copain de mon fils, qui était là ce matin. Donc, Antonin, est-ce que tu as envie qu'on rejoue une pièce du programme par hasard? Est-ce que vous avez envie de entendre quelque chose? Est-ce qu'il y a une pièce en particulier que vous voudriez entendre? Oblivion. Alors c'est parti. C'est parti. On écoute ça.